Pourquoi est-il si difficile de se connecter avec la génération Z? La génération Z est un marché vraiment intéressant et la raison pour laquelle nous avons ressenti qu'il est vraiment si difficile de se connecter avec eux, c'est parce qu'ils consomment le contenu de manière très différente de la majorité des gens. Les atteindre, voire en obtenir un peu, est très attirant mais difficile. Et si la différence entre lutte et succès dépendait d'un seul choix, Lavelle Johan la connaît bien. Parti de rien, il est devenu une figure majeure de l'entrepreneuriat et du branding. Je me suis déchiré le tendon d'Achille et ne pouvais plus jouer. Je suis revenu à New York déprimé. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo, c'était intéressant. Je me suis dit, pourquoi pas? Le jeu vidéo peut être social, mais il peut aussi faire beaucoup plus. Je pense qu'il faut savoir prendre des risques. Si c'était logique, engageant, avec une communauté forte et des revenus, ce sont les bases. Son parcours est tout sauf ordinaire, il transforme les obstacles en opportunités que peu de gens voient venir. Ce ne sont pas seulement les victoires qui l'ont défini, mais aussi les moments où tout aurait pu s'effondrer. Ces moments ont façonné la vision de Lavelle Johan, sa détermination et son énergie inlassable à élever les autres. J'ai fait plein d'erreurs en chemin, mais faire toutes ces choses te donne une certaine confiance. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Chaque étape de réussite ou d'éthique de travail m'a mené exactement là où je suis aujourd'hui. L'honnêteté, c'est vraiment important et c'est quelque chose de difficile pour beaucoup de gens. Si tu arrives à maîtriser ça et à dire que c'est normal, je pense que tu t'en sortiras bien. Pourquoi Lavelle est-il si difficile de communiquer avec la génération Z? La génération Z est un marché très intéressant et la raison pour laquelle nous avons ressenti que c'est vraiment difficile de se connecter avec eux, c'est parce qu'ils consomment du contenu de manière très différente de la majorité des gens. Et ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, près de 90%, et j'ai trouvé ces chiffres, je cite ces statistiques, car elles m'ont stupéfié lors de mes premières recherches sur le marché. Près de 90% étaient qualifiés de coupeurs de câbles. Plus de 50% d'entre eux utilisent des bloqueurs de publicité. Et ce qui est intéressant pour nous, près de 90% d'entre eux jouent à des jeux vidéo chaque semaine. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'utiliser le marketing très traditionnel en disant « Regardez ceci, et voici quelques influenceurs » et ils essaient de tout mettre là-dedans. Et entre le fait d'être malin, d'être très axé sur la technologie et aussi d'être très influencé par leur père, l'authenticité est une chose très importante pour cette génération. Et donc, mais évidemment, les gens veulent les atteindre parce qu'ils ont un pouvoir d'achat ou un revenu disponible de 360 milliards de dollars en capitalisation boursière. Donc, vous savez, pouvoir les atteindre, même en obtenir une partie, c'est évidemment très attractif, mais ce n'est pas chose facile. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec Braghaus? Et de façon intéressante, la première manière dont nous l'avons fait, c'est que nous avons en fait recruté des ambassadeurs. Je le dis peu, mais nous avons recruté 5 ambassadeurs. Et j'étais là, et tout l'objectif était de construire cette plateforme numérique à l'intersection du sport universitaire, accessible à tous. Mon parcours compte beaucoup pour moi. Le jeu vidéo, tu sais, et j'utilise le terme jeu vidéo différemment de l'e-sport parce que, d'une part, la capitalisation du marché est différente. Tu sais, l'e-sport, les 3 milliards de dollars du marketing de l'e-sport, alors que le jeu vidéo représente un marché de 300 milliards de dollars. Mais aussi, si tu regardes vraiment ce qu'est le jeu vidéo, la véritable définition du jeu vidéo, ce sont les 99% qui jouent occasionnellement, aiment le jeu vidéo et l'intègrent à leur vie. Pas les joueurs compétitifs, tu sais, ceux qui jouent en équipe. Alors, nous avons créé quelque chose à l'intersection du jeu vidéo, du sport universitaire et de l'interaction sociale, parce que c'est évidemment très important. Nous avons choisi ces éléments car ils représentent 3 forces culturelles pour la génération Z. Ensuite, nous avons recruté des ambassadeurs qui ont exprimé leur enthousiasme et nous les avons écoutés. Donc, vous savez, quand les gens utilisent le terme authentique, qui est d'ailleurs utilisé beaucoup plus maintenant qu'il y a 5 ans quand nous avons commencé, et c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous et c'est en quelque sorte la raison pour laquelle nous avons construit la plateforme pour eux, autour d'eux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, ça a vraiment fidélisé les gens. Donc je pense que c'est, vous voyez, un peu comme ça qu'on a réussi à le faire. Et vous savez, je serais ravi de parler plus en détail de ces fonctionnalités spécifiques. Mais c'était en quelque sorte la genèse
Expliquez-moi, car vous n'avez pas choisi une entreprise simple à lancer, c'est un secteur difficile. C'est évidemment un peu une question de passion, mais en même temps, la passion ne suffit pas toujours. Alors, d'où vous est venue cette motivation? Vous vouliez créer quelque chose à l'intersection du jeu vidéo, du sport et de la jeune génération? Quel a été le déclic qui vous a fait dire « je veux créer cette entreprise en particulier » Parce que votre parcours est intéressant aussi. Je crois que vous avez une formation juridique et évidemment un passé dans le sport universitaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à développer cela? Excellente question. Je vais répondre en deux parties. Et le sport universitaire a toujours compté pour moi, notamment parce que j'ai joué au baseball à l'Université du Texas. C'était important pour moi à cause de la communauté. On a l'impression d'en faire partie. Je viens de New York et j'ai fréquenté cette grande école où j'étais un peu perdu. Mais tu as une communauté, une camaraderie avec les gens présents. Cette communauté te motive et t'aide. Donc c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment important pour moi. La première partie de l'histoire, c'est que je me suis déchiré le tendon d'Achille et je ne pouvais plus jouer. Et je me souviens être revenu à New York complètement déprimé. Et l'une des choses que je faisais, c'était vraiment de jouer aux jeux vidéo à cause de la dépression. Mais ce que ça a fait, et c'était en quelque sorte ma première vraie expérience de ça. Et, je travaillais aussi avec d'autres communautés et j'ai un peu ressenti ce que j'avais perdu en étant dans une équipe, en travaillant avec d'autres personnes. C'était intéressant. Je me suis dit, tu sais, à travers d'autres choses, c'était un peu la première chose où je me suis dit, tu sais, le jeu vidéo peut être social, mais il peut aussi faire beaucoup plus. Donc, tu sais, pour faire court, je suis allé à la fac de droit, tu vois, et puis je suis un peu revenu à l'entrepreneuriat après avoir travaillé dans un cabinet d'avocats à Wall Street. Et puis, ben, je me souviens, tu sais, de regarder EA Sports et j'y ai toujours joué et ils sont l'un de nos partenaires. Maintenant, je me souviens toujours d'avoir joué au football universitaire. Et bien sûr, je jouais au Pokémon du Texas et je jouais tous les personnages de là-bas. Pour montrer mon âge, vous voyez, en 2014, ils ont arrêté et ont dit « Oh, ressemblance ». Décision de la Cour suprême sur la semaine de l'image. Vous ne pouvez plus, vous savez, avoir le jeu parce qu'ils ne pouvaient plus utiliser l'image des athlètes. Et ça m'a bouleversé. Mais la raison pour laquelle c'était si bouleversant, c'est parce que c'était une communauté. J'étais connecté à cette communauté. Tu jouais contre des gens, tu avais cette passion, tu avais cette rivalité, tu avais tout ça. Tout était là dans un jeu vidéo. Et puis d'un point de vue business, parce que tu sais, j'étais un nerd, j'ai regardé tout leur dossier et ils ont gagné des milliards et des milliards de dollars rien qu'avec ce jeu. Alors j'ai dit, en retirant ça, vous avez perdu cette capitalisation boursière, vous avez perdu cette communauté de millions et de millions de personnes engagées. Et j'ai dit, waouh, c'est vraiment, vous savez, c'est comme j'étais là, je n'arrive pas à croire que ça ait disparu. Et je n'arrêtais pas de me dire, quelqu'un de bien plus intelligent que moi va sûrement essayer de réinventer ça, mais en mieux. Et ils vont dire, et tu sais quoi? Le sport universitaire, c'est quelque chose de tellement important du point de vue de la communauté, pour la fidélisation, pour les revenus. Tu sais, mets ça dans un jeu et les gens vont se connecter, c'est la partie sociale. Quelqu'un va le faire. Alors j'ai attendu, Scott, chaque année, j'ai finalement quitté le cabinet d'avocat, j'ai lancé 2 startups à succès et dont je suis sorti très bien. Et j'ai continué à attendre, j'ai continué à attendre et Rien ne s'est passé. rien ne s'est passé. Et en 2018, j'ai dit, tu sais, je viens de vendre une de mes autres entreprises. J'ai décidé de faire quelque chose d'important pour moi. Si personne ne le fait, je le créerai car ça me manque. Et tout l'objectif à l'époque était de créer un écosystème, de créer un espace numérique. Et je me souvenais de cet espace parce que j'y étais impliqué. Tous ceux que je connaissais y étaient impliqués. Nous le cherchions chaque jour, nous parlions et trouvions des moyens de communiquer. Je vais créer ça, mais je vais faire en sorte que le mien soit plus intégré verticalement, que tout soit sur une seule plateforme, mais qu'il ait toutes ces mêmes caractéristiques. C'était ainsi que tout a commencé, alors j'ai dit d'accord et j'ai vraiment pris tout le monde. Notre entreprise a officiellement commencé en 2020. J'ai vu mon cofondateur, aussi mon meilleur ami, et je lui ai dit super idée. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en 2018, j'ai en fait développé une grande partie de la technologie, j'ai vraiment essayé de la comprendre.
Et puis en 2019, en allant vers 2020, c'est là que nous avons fait venir les ambassadeurs pour jeter un œil et dire «Hey, qu'est-ce que vous en pensez?» Après le lancement, nous sommes presque devenus viraux. Il y avait donc de la recherche. Ce n'était pas une de ces histoires ouais, où tout se passe bien dès le début. J'ai vraiment beaucoup recherché. Ça ne l'est jamais. Mais, C'est toujours. mais ça a vraiment fait le buzz après. Et ensuite, on est passé de 5 ambassadeurs à, vous savez, probablement 25 à 50 étudiants sur chaque campus, de façon assez naturelle. Et je pense, encore une fois, que c'est la force de construire quelque chose de solide au sein de la communauté. Et vous m'entendrez dire ça tout au long de l'émission, c'est d'être authentique, encore une fois. Et la raison pour laquelle j'utilise de plus en plus ces choses, c'est parce que, si vous voulez, pour revenir à votre première question, qu'est-ce que la génération Z valorise? Ils sont très intelligents et ils peuvent voir si vous êtes un influenceur et que vous dites achetez ceci parce que vous êtes un influenceur et que vous avez 1 million de fans. Si vous faites quelque chose qu'ils jugent authentique sur TikTok, ils pensent que vous pouvez devenir célèbre du jour au lendemain. Et ils vont se dire super, on aime bien cette personne. Et c'est très intéressant parce que, et je comprends pourquoi les entreprises ont autant de mal, parce qu'il n'y a pas de solution universelle. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons rassemblé cette communauté, nous les avons presque laissés construire la communauté eux-mêmes, mais nous avons pris des attributs qui étaient vraiment importants pour eux. Donc, nous avons pris les sports universitaires qui, encore une fois, que vous ayez fait du sport, que vous ayez simplement suivi les sports universitaires, ou même si vous étiez simplement à l'université, vous appréciez cette communauté. Le club d'échecs, traîner avec des amis comme vous, c'était une communauté. Donc, nous avons construit sur ce type de communauté qui existe déjà. Comme je l'ai mentionné, plus de 90% des étudiants de la génération Z jouent aux jeux vidéo chaque semaine, de manière très décontractée. Et donc, nous avons utilisé ce moyen pour vraiment les connecter. Ensuite, nous avons créé des activités amusantes. Vous savez, ce n'est un secret pour personne que DraftKings, FanDuel et toutes ces plateformes sont très populaires à l'université. Je me suis dit, pourquoi ne pas rendre ça ludique et gamifier ce type d'action pour le rendre amusant? On a eu l'idée de la vantardise. C'était juste pouvoir créer ces choses-là. Tu sais, non, il n'y avait pas de valeur monétaire réelle avec les vrais paris, mais tu utilises des brag bucks, tu fais des prédictions et tu gagnes une cagnotte. Et tu te dis, oh, c'est génial. Et les gens adorent ça. Ils ont tellement aimé ça. On a finalement mis en place un moyen pour qu'ils gagnent vraiment des choses de valeur, comme un programme de fidélité. Encore une fois, c'était très élaboré. Tu sais, évidemment, il y a toujours beaucoup de chance et tout ça, mais nous avions un plan très méthodique et nous avons en fait été guidés par la communauté elle-même et nous avons mis tout cela en place. Nous avons commencé à voir l'engouement pour cela. Et puis, à mesure que nous avons grandi, tu sais, beaucoup de marques, et tout cela était organique, et ont commencé à nous contacter parce qu'ils l'ont vu. Nous avons réussi à capter, tu sais, 3 à 5 fois plus de membres de la communauté qu'ils ne l'auraient fait avec une publicité traditionnelle. Raconte-moi ce que tu as dit sur la communauté et son importance. C'est évident pour toi, mais pour d'autres personnes, ça ne l'est peut-être pas autant. Même si je pense que la capacité à construire une communauté est un super pouvoir pour n'importe quelle entreprise. Quelle est la différence entre créer une communauté et une audience? Je pense que quand tu construis la façon dont j'y ai pensé, réfléchis à ça. Si tu construis une audience, je vais commencer par le premier cas. Tu sais, c'est un peu, tu crées un certain type de contenu que les gens vont apprécier, mais tout repose un peu là-dessus, tu vois. Et ce contenu, tu sais, peut être bon, il peut y avoir des moments où il n'est pas bon, mais tout repose un peu là-dessus. Et j'ai l'impression que c'est un peu à part, parce que tu te concentres juste sur ce domaine. Si tu construis une communauté, tu as automatiquement ça, tu vois? Encore une fois, j'utilise le mot adhérence parce que les gens se connectent maintenant avec des personnes avec qui ils ont envie de se connecter. Tout le monde veut se connecter avec quelqu'un avec qui il se sent à l'aise. Point final, c'est juste, tu sais, c'est la nature humaine. En créant une communauté où chacun se sent en sécurité, tu bâtis réellement cette communauté, ce qui reste primordial pour nous. Que tu offres des expériences que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Tu sais, encore une fois, on donne aux gens occasionnels ces expériences. Tu sais, certains de nos événements, toi, c'est mon moment de plus grande fierté. C'est que j'ai vu ces étudiants gagner et ils célébraient comme s'ils étaient Michael Jordan et je me suis dit, c'est incroyable. Tu offres ces expériences et construis cette communauté. Le public va venir automatiquement et peu importe comment la communauté change.
Je veux dire, peu importe le contenu, ils créent en fait leur propre contenu. Donc beaucoup de ces choses-là. Encore une fois, nous avons toute une production à l'intérieur de Bragg House, mais beaucoup de choses ne s'inventent pas. C'est un peu comme la façon dont les gens réagissent à certains mots-clés, ce qu'ils disent, certaines des interactions drôles qu'ils ont. Il va y avoir un public pour les regarder. Nous avons récemment fait quelque chose, vous savez, nous avons fait des étudiants dans notre partenariat avec Learfield. Nous avons testé quelques plateformes, nous avons fait une version pour les étudiants. Ils avaient tous les types de groupes qui les soutenaient, les regardaient, les félicitaient. Vous savez, ce public fait maintenant partie intégrante. Ensuite, nous avons fait quelque chose pour les athlètes universitaires, et c'était uniquement pour les athlètes universitaires parce que nous allons travailler avec Neil. Et ils ont adoré, mais c'était un public complètement différent qui soutenait maintenant ce groupe. Et je pense que c'est ça la beauté de la chose, c'est que si tu commences avec la communauté, ce que nous avons fait, tu as maintenant toujours un public particulier. Parce que le contenu que tu vas créer, quelqu'un va vouloir en faire partie. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'on continue à avoir du succès et qu'on continue à tout reproduire. Je consulte quelques notes sur ta façon de construire cela. Tu refuses donc les publicités traditionnelles, sauf si elles sont vraiment créatives. Oui, c'est ça, c'est tout à fait toi. Tu as validé 3 fois. C'est la stratégie et ça fonctionne très bien. Il y a une chose que tu as dite, j'adore cette citation. Tu ne peux pas acheter une communauté de la même façon que tu ne peux pas acheter une culture. Cela demande du temps, une construction intentionnelle, et ensuite ça crée quelque chose que l'argent peut accélérer, mais tu ne peux pas. Et puis tu as dit, je ne pense pas que l'argent puisse le remplacer. En parlant d'une communauté et d'une culture, peux-tu développer un peu plus? Par exemple, pourquoi jouer l'avocat du diable? Même si je suis totalement d'accord avec toi, pourquoi ne peut-on pas acheter une communauté? Pourquoi ne peut-on pas acheter une culture? Encore une fois, cela montre la sophistication avec laquelle la nouvelle génération interagit. Ça revient toujours à la même chose. Et vous savez, j'ai vu ce que les gens ont fait, vous savez, les médias traditionnels. Ils disent que c'est agaçant et ennuyeux pour eux. Donc vous voyez, c'est presque au point où nous, vous savez, et je parle en disant nous, je veux dire la génération Z, je ne suis pas génération Z, mais quand la génération Z dit on veut faire partie de quelque chose au lieu de, vous savez, suivre un peu ce que fait la majorité. On veut appartenir à un groupe, un mouvement, suivre nos amis ou une passion, mais on cherche à faire partie de quelque chose. Les autres traditions ont simplement dit « Hey, on va mettre ça en place ». Concernant les influenceurs, ils ont expliqué qu'ils étaient influencés par leur père, alors ils ont engagé des professionnels. Et ils étaient là l'année, et puis la génération Z était là, eh bien c'est la même chose. Donc ils voient à travers toutes ces différentes méthodes, et puis ça change. Donc vous pouvez dépenser tout cet argent, obtenir 2%, 5%, peu importe, même un bon nombre de personnes qui répondent. La semaine prochaine, l'expression et le contenu seront différents. Donc, quand vous revenez à la première méthode, comme vous l'avez dit, quand vous construisez d'abord avec la communauté, le contenu est créé, les gens suivent car ils font confiance à leur communauté, il fallait donc débuter dans un lieu sûr pour eux. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces marques, vous savez, dépensent de l'argent dans toutes ces publicités numériques, mais elles n'ont pas de centre central. Et ce que nous avons créé, c'était un centre central où les gens et nous avons placé cette communauté-là et c'était la manière la plus efficace. Peu importe les changements ou la communauté, ça pourrait être des athlètes, ça pourrait être le club d'échecs, ça pourrait être, vous savez, les pom-pom girls, le club de football, ça pourrait être n'importe quoi, vous savez. L'équipe féminine de natation de l'Université de Miami à l'Université de Virginie bénéficiait d'une communauté très soudée. Vous savez, et je me souviens d'une chose que je dis, et c'est une histoire originale de moi. L'une de nos premières stagiaires, elle disait « Eh bien, vous savez, j'adore ça, c'est génial. » Et je pense que c'est nécessaire, mais je ne joue pas vraiment et je ne pense pas avoir quoi que ce soit à apporter. J'ai dit « Je ne suis pas d'accord, tout le monde a quelque chose à apporter. » Elle répondait « Je sais, mais pas moi. » Elle disait « Je ne joue pas vraiment, mon copain joue, et moi, tu sais, je ne joue pas trop. » Et j'ai dit « Eh bien, faisons une interview et tu me dis simplement pourquoi tu aimes Bragg House, puisque tu as dit que tu aimes Bragg House. » Elle a fait la meilleure interview que j'ai jamais entendue, puis elle a terminé l'interview en disant « Je suis vraiment, c'est une communauté qu'on construit ensemble et j'aime vraiment ce que l'amour a accompli. » Bla bla bla. Brag on and brag on était un slogan tellement important et je lui en donne tout le crédit encore aujourd'hui. J'ai dit
Regarde ce que tu as fait. Tu as lancé une expression que tout le monde a reprise dans notre communauté et à son université de Virginie. Tu sais, les gens ont commencé à le dire tout le temps, et encore une fois, c'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Parce que cette expression n'est peut-être plus la même aujourd'hui qu'avant, comme elle l'est aujourd'hui, en tant que nouvelle expression. Tu as aussi maintenant le A, un nouveau public qui te suit, et ça, l'argent ne peut pas l'acheter. La montée en puissance est difficile. Monter en puissance sans perdre ce que tu as construit, surtout d'un point de vue axé sur la communauté, c'est, je suppose, très difficile. Et tu es probablement allé jusqu'à l'extrême parce que tu es passé de start-up à Nasdaq et à une entreprise cotée en bourse en 7 ans. Tu as mentionné avoir eu 2 entreprises avant celle-ci, donc ce n'est pas ta première expérience. Toi, tu étais avocate spécialisé en valeurs mobilières, donc tu savais comment naviguer jusqu'à un certain point. Je ne crois pas que ce soit le parcours classique pour quelqu'un qui, après 7 ans à bâtir une entreprise, choisit de l'introduire en bourse. Donc, la question est, pourquoi? Quelle était l'importance stratégique de cela, mais aussi moins du point de vue de la stratégie d'entreprise? Je suis plutôt curieux de savoir comment on peut se développer aussi rapidement et entrer en bourse tout en préservant ce qui rend votre entreprise, Braghouse, si spéciale. C'est ce sentiment de communauté intime, parce que c'est quelque chose que, encore une fois, vous ne voulez pas perdre. Vous ne voulez pas perdre ça. À mesure que vous devenez, entre guillemets, une autre grande entreprise, C'est une excellente question et je dirais que c'était probablement l'une des choses les plus difficiles. Et puis là, it's Internet et comme vous souhaitez, nous avons créé avec cette communauté. Mais ensuite, il faut évidemment construire des modèles de revenus par-dessus. Vous savez, on a besoin d'avoir une vraie entreprise derrière tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment réfléchir et on a passé beaucoup de temps à se demander comment continuer à grandir, comment, vous savez, mettre en place ces modèles et vous savez, en même temps, ne pas perdre ce dont on parle depuis le début, la communauté et l'authenticité. Donc, ce qu'on a fait, c'est que moi, vous savez, encore une fois, j'ai réalisé, et je reviens toujours un peu à mes recherches parce que c'est mon réflexe. Vous voyez, c'est ce que je connais vraiment bien. Et je me suis dit, eh bien, vous savez qu'est-ce que c'est? Vous savez qu'est-ce que c'est? Vous savez, je sais quoi les marques veulent. Les marques veulent ces étudiants. Elles veulent de nouveaux clients. Vous savez, c'est vraiment un calcul facile à faire. Elles ont un coût d'acquisition et si nous pouvons réduire ce coût d'acquisition, ce que nous faisons 5, 10 fois mieux que n'importe qui d'autre. C'est attractif pour elles. Mais que consomment-ils vraiment? Encore une fois, quand les gens commencent à vous payer, vous vous focalisez là-dessus. C'est ce que je pense. La publicité numérique était alors la principale source de revenus. Et j'ai dit, bah, d'accord, mais qu'est-ce que la communauté veut vraiment? Nous avons commencé à examiner cela et j'ai dit, tu sais quoi? Ça ne les dérange pas, tu sais, qu'on leur vende quelque chose ou tu sais de dire, et tu sais, mais ils ne veulent pas qu'on leur fasse du marketing de façon générale sur tout et n'importe quoi. S'ils veulent quelque chose, ils veulent ce qu'ils veulent, mais il y a aussi alors le dilemme, eh bien, qu'est-ce qu'ils veulent? Je me suis dit, pourquoi ne pas simplement leur demander? Je pense que c'était ça et je l'ai fait directement sur la plateforme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce genre de modèle de données et c'est là que la chance entre en jeu. Je sais pas, je vais pas vous mentir, mais j'ai créé ces modèles de données pour mieux comprendre ce qu'ils veulent. Donc, j'ai créé des enquêtes dynamiques qui s'adaptaient à chaque utilisateur. Et développé BraggBuck, un système de récompense selon l'activité qu'ils utilisaient. Ça fonctionnait un peu sur des analyses comportementales. Et puis j'avais des déclencheurs d'activité qui montraient simplement, tu sais, l'utilisation et tout ça. Et puis et ensuite, on a gamifié toute l'expérience de test AB. Donc, tu sais comment répondre, différentes couleurs, différentes pubs et tout. Mais on a transformé ça en un jeu. Brag House, tu sais, les gens font toujours ça. Et puis, j'ai pris tout ça et je me suis dit, d'accord, laisse-moi juste catégoriser ces insights comportementaux, essayer de comprendre, tu sais, ce qu'ils veulent. J'ai répondu, d'accord, j'ai compris que nous produisions. Et encore une fois, un peu de chance, ne te méprends pas. J'ai réalisé que nous identifions maintenant des données qui étaient très différentes de ce que tout le monde avait. Ce que je veux dire par là, c'est que les données que les gens regardent habituellement, comme combien de likes, tu sais, quels sont vos noms, toutes ces choses-là, nous recueillions des données comportementales et c'était quelque chose que j'ai vite réalisé que c'était très différent, que les gens n'avaient pas ce genre de données. Et comme tu l'as dit, si Nike ou d'autres disaient, nous aimons cette campagne, nous la voulons, nous n'achèterons pas ceci.
c'est quelque chose qui vaut des millions, voire des milliards de dollars, de savoir comment quelqu'un a fait ça. Mais en même temps, notre véritable public est protégé parce qu'on ne fait pas simplement de la publicité ou des choses comme ça. Nous sélectionnons des choses personnelles. Et si nous savons ce qu'ils veulent, nous pouvons maintenant le communiquer et dire, «Hey, tu sais, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vivre ces expériences, regarder le football ou faire cela.» Et maintenant, c'est donnant-donnant parce que le public n'a pas l'impression qu'on lui vend trop de choses, mais maintenant, tu leur donnes quelque chose d'encore plus précieux. Je pensais que c'était bien parce qu'on donnait un accès direct, ce qui est super. Mais maintenant, on donne à nouveau des informations sur un public qui est si difficile à atteindre. Maintenant qu'ils peuvent créer ces marques, élaborer de meilleures campagnes plus intelligentes et dire, «Hey, tu sais quoi? On m'a dit que tu aimes ce groupe de basket, Nike. On va simplement te donner ça au lieu de te vendre 15 pubs que tu vas de toute façon bloquer.» Donc, de cette manière, c'est devenu Les bloqueurs de pub activés et tout. exactement. Et de cette façon, c'est devenu plus donnant-donnant parce que le public était content. Nous avons maintenant quelque chose de plus précieux, toujours porté par la communauté. Si les gens pouvaient littéralement sonder ce que nous faisons, toute leur population de la génération Z, leur demander ce qu'ils veulent, c'est précieux. Mais encore une fois, ça a commencé très lentement. Enfin, je ne veux pas dire lentement, mais de façon très méthodique pour construire tout ça par-dessus. Donc cela est devenu quelque chose de très, très puissant pour se développer parce que maintenant, vous savez, ça ne tournait plus seulement autour du contenu. Nous n'avions pas besoin de ces énormes activations, même si nous en faisons toujours. Et je pense que notre capacité à évoluer a augmenté maintenant grâce à notre partenariat avec Learfield Communications, que vous connaissez maintenant. Ce conglomérat d'1 milliard de dollars détient les droits médiatiques de toutes ces universités, car ils détiennent les droits médiatiques de toutes les universités. Nous sommes la seule plateforme que leurs étudiants utilisent pour les connecter au sport traditionnel. Donc, d'une certaine manière, c'est comme mon rêve de ce que je voulais construire. C'est ainsi qu'on passe à l'échelle, mais comment le faire sans perdre l'âme et l'intimité? C'est comme si tu donnais aux gens ce qu'ils veulent, ce qui paraît tellement évident, mais je pense que beaucoup de marques balancent juste n'importe quoi en espérant que quelque chose marche. Et c'est ce sentiment de marketing grossier que les gens ressentent. Exactement, c'est ça, c'est ce sentiment de marketing grossier. C'est exactement ça. Je faisais simplement défiler TikTok et il y avait une interview avec genre Tom Ford. Et il disait, c'était dans un de ses clips de 30 secondes et il expliquait comment. Il déteste le mot marketing parce qu'un produit, si le public le veut, devrait vraiment se vendre tout seul. Si un produit est quelque chose que les gens veulent, les gens l'achèteront. Si vous avez un excellent produit qui répond aux attentes des gens, vous pouvez les aider à en prendre conscience. Il disait détester le mot marketing car il donne l'impression de masquer les choses. Le fait que vous ayez un produit nul que personne ne veut, que personne ne trouve utile et que vous essayez juste de le leur imposer. Je suis complètement d'accord avec cette affirmation. Constatez que ça existe. C'est précisément pourquoi je déteste le mot marketing. Si vous avez un bon produit que les gens veulent vraiment, je paraphrase évidemment, il l'a dit de façon bien plus éloquente, mais si vous avez un bon produit que les gens veulent, vous ne devriez pas avoir à le faire. Vous ne devriez pas avoir à, genre, les bombarder de publicité sans arrêt. Vous devriez associer le produit à la personne. Elle l'achète. C'est très simple. Très simple, très simple. Et c'est vraiment ce que tu as fait. C'est vraiment ce que... Et je pense aussi... Enfin, je ne sais pas si tu le savais. Peut-être que tu as compris l'opportunité quand tu as commencé à développer ça. Mais l'accès à ces données, c'est comme tu l'as dit, ce n'est pas une opportunité à 1 million, mais à plusieurs milliards de dollars. Avoir accès à la façon dont ce segment d'audience particulier pense, ressent et ce qui lui tient à cœur, c'est énorme. Je me souviens, comme je l'ai dit, on l'a créé pour le comprendre, car, comme tu l'as dit, donne-leur ce qu'ils veulent, ils seront fidèles. Et tu sais, ensuite, les modèles de revenus seront intensifiés. Et pour revenir à ce que j'ai dit, l'argent va s'appuyer là-dessus et l'améliorer. Je vais te raconter une histoire drôle. Donc, tu sais, l'un de nos partenaires de marque, on fournit toujours ce rapport. Et le rapport dit, «Hey, tu sais, nous avons connecté X nouveaux utilisateurs à ta plateforme. Chaque entreprise a un régime de retraite individuel différent, tu sais. Donc, télécharge mon appli, fais ceci, peu importe.» On l'a fait. Et puis, une fois que nous avions ces modèles de données, j'ai commencé à les inclure dans le rapport.
Et le rapport disait, tu sais, parce que les étudiants de l'Université d'Arizona recherchent vraiment ce type de produit, ils sont très enthousiastes et n'aiment pas ce type de produit ici. Cela aidera vraiment les étudiants. Et c'est le moment où ils pensent qu'il serait préférable de le consommer. Et j'ai noté toutes ces choses-là. Et je me souviens, le partenaire de la marque m'a dit, attends, où as-tu eu ça? J'ai répondu, oh, c'est juste, tu sais, interne. On s'est dit, est-ce que on pourrait avoir ça régulièrement? Et là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment important. Et donc, c'est Eh bien, toi, je veux dire, ce n'est pas ton domaine, mais avec les données que tu as, ça pourrait être tout un modèle économique. Oui, ça pourrait tout à fait l'être. C'est à quel point comprendre les comportements est important et le fait que tu le fasses de cette manière. Écoute, le monde est de plus en plus conscient de l'utilisation réelle des données. Ça a commencé avec Cambridge Analytica, puis le Règlement général sur la protection des données et la CTPA. Il a l'Europe est ce qui est très strict, les États-Unis beaucoup moins, mais je pense qu'avec le temps, ils deviendront plus stricts et suivront un peu l'Europe. Mais on ne peut pas simplement récolter des données sans consentement et les vendre à des entreprises. Et le fait que vous ayez trouvé un moyen de donner envie aux gens de partager leurs données, je veux dire, c'est aussi incroyablement intelligent. Merci, vraiment très intelligent. Merci. Je pense que plus d'entreprises, je ne pense pas qu'il y ait assez d'entreprises. Eh bien, je veux dire, vous travaillez avec certaines des plus grandes marques au monde et elles trouvent vos données précieuses. Donc, évidemment, beaucoup d'entreprises ne comprennent pas vraiment comment obtenir ces données de leurs consommateurs. Je veux dire, je ne parle pas des méta de ce monde qui disposent de quantités illimitées de données, mais la marque grand public moyenne, je ne pense pas qu'elle ait vraiment de très bonnes informations sur ce que ses clients veulent acheter. Surtout si c'est une jeune génération qui ne veut toujours pas le faire. Oui, elle ne veut pas donner ses données parce qu'elle a l'impression de les donner à une entreprise qui leur vend quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'avec ta plateforme, j'ai l'impression qu'ils ont envie de le dire à la plateforme. Dire à Bragos ce qu'ils veulent rend en fait toute l'expérience meilleure. Donc ils apprécient ça. absolument, ça a toujours été le plan. Et c'était clairement intentionnel parce qu'on savait que si on gardait cette communauté heureuse, elle continuerait simplement à grandir. Et encore une fois, c'était censé être quelque chose, vous savez, quand j'ai commencé à créer cet écosystème et cette plateforme numérique pour eux, car encore une fois, c'est ce dont je me souviens. Cet espace numérique où je jouais à des jeux me faisait me sentir en sécurité et j'adorais ça. J'ai dit, si on fait ça, vous voyez. Je pense aussi qu'il y a autre chose que je n'ai sans doute pas mentionné, mais que tu as dit, en plus de leur donner en quelque sorte le produit qu'ils veulent, le produit fait aussi partie de notre plateforme. Donc, nous nous assurons aussi qu'ils l'apprécient. Nous nous assurons qu'ils sont, vous savez, encore une fois, nous nous appuyons sur des choses comme le sport universitaire et tout ça. Une partie du partenariat avec Learfield vient du fait qu'ils nous ont approchés en pensant à leur enfance. Et même maintenant, vous savez, les Yankees se sont qualifiés pour les playoffs. Je peux m'asseoir et regarder 4 ou 5 heures de baseball. Personne ne fait ça à l'âge de la génération Z. Donc ils perdent même les universités. Un conglomérat de plusieurs milliards de dollars perd l'engagement du public et sans engagement, les dépenses diminuent aussi. Nous avons utilisé cette expérience et nous nous sommes demandé comment la rendre plus amusante, ce qui est assez créatif. Et par exemple, l'une des choses dont nous sommes vraiment fiers, c'est que nous travaillons avec chaque sport de chaque université. Donc chaque sport, et il y a une activation Braghaus où les étudiants peuvent participer. Nous l'avons testé en bêta avec le baseball, en cherchant comment le rendre amusant. Et, vous savez, c'est comme, on peut faire du baseball, Major League Baseball, mais comment peut-on rendre ça amusant? Alors on s'est dit, vous savez quoi? Les étudiants aiment quand jouer à Fortnite, alors inventons des règles de baseball et faisons toute une production autour du baseball. Savez-vous combien de kills vous avez? Ce sont peut-être des prises ou des points. On a fait ce truc amusant. C'était au-delà de toutes les attentes. Ici sont vraiment investis. Tout le monde a adoré. Et le retour sur investissement, vous savez, c'est comme le retour sur investissement pour ce modèle test était vraiment juste de connecter ces étudiants à ce qui se passait traditionnellement pendant le match de baseball. Et on a entendu dire que c'était toi. Nous recevons encore des données à ce sujet, mais on a entendu dire qu'il y avait probablement plus de participants que pour n'importe quel autre match de baseball virtuel. Et les gens ont gardé les scores. Ils savent. Et c'était quelque chose que nous voulions faire. Et encore une fois,
si c'est comme ça que les gens consomment, il est important de le comprendre. Donc, la façon dont les gens consomment maintenant, c'est numériquement. Donc, avec votre partenariat avec Learfield, vous avez accès à des centaines, je crois plus de 200 campus. Ce sont les chiffres que j'ai. Vous en avez peut-être même encore plus à ce stade. Mais un partenariat comme celui-là, ça peut amener de la bureaucratie, ça peut amener une idéologie d'entreprise, ça peut même amener des contraintes d'entreprise. Donc, quand vous concluez un partenariat de cette envergure, c'est évidemment extrêmement bénéfique pour l'entreprise, parlez-en. Mais parlez aussi de la façon dont vous gérez l'intégration de quelque chose d'une telle envergure à nouveau. Une marque et une plateforme axée sur la communauté et la confiance. Oui, c'est une très bonne question et nous avons déjà dû y faire face souvent. Je dirais que Learfield a été, jusqu'à présent, cela fait maintenant plus d'un an pour moi, un partenaire incroyable. Et la raison, c'est parce que, et j'apprécie vraiment cela, parce qu'il est difficile de lâcher les rênes quand on a autant de bureaucratie et qu'on contrôle ses droits médiatiques. Dans le partenariat, ils sont venus et ont dit créer ce qu'il faut. Bien sûr, ils vérifient. Le système s'est assuré que tout était sécurisé et construit correctement. Mais ils nous ont vraiment donné l'autonomie et cela a été un élément clé de notre succès. Donc, ce que nous faisons pour résumer, c'est que dans chaque université, Braghouse crée ce que nous appelons une activation. Mais notre plateforme peut être utilisée par les gens tous les jours de toute façon. Et nous organiserons une activation semblable à un événement sportif permettant la participation du public. Le but, vous savez, nous l'avons testé pour le baseball, le football américain de pré-saison et nous allons organiser un lancement d'activation pour les playoffs du football universitaire. Mais pour chaque sport, il y aura une activation Braghouse à laquelle les gens pourront participer. Et c'est nous qui la concevons. Nous faisons cela entièrement nous-mêmes. Vous savez, c'est un partenariat à 50-50%. Donc, ils amènent leurs clients, vous savez, leurs partenaires. Ils amènent, vous savez, nous amenons, vous savez, des gens, évidemment, nos partenaires, quiconque souhaite s'associer à cela. Et encore une fois, la façon dont nous le faisons, parce que nous croyons que c'est la seule vraie manière de se connecter, c'est une manière authentique. Les gens ne paient pas pour un événement d'un jour, mais pour faire partie de cette activation. Donc, ils participent presque à l'aventure de ce que nous produisons, et ainsi, ils voient un retour sur investissement bien meilleur. Nos partenariats sont du type je veux être avec vous un an pour faire des choses ensemble. Et ils seront simplement intégrés à toutes les différentes activations et productions comme nous le jugeons approprié. Donc ça, je pense que c'est un peu l'une des choses, tu sais, ce que je crois qui va se passer, c'est ça. Avec cette opportunité et cette évolutivité, Braghouse sera la seule plateforme dans chaque université pour que les gens puissent interagir. Et je pense que tu sais qu'à un certain moment, tu dépasses même ce que tu sais qui est censé arriver et tu as plein d'autres choses. Tu sais, ce sera la seule plateforme d'engagement à un certain moment. Donc, c'est au moins ce que je pense être l'objectif. Et je peux un peu voir ça arriver rien qu'à partir de notre engagement actuel. Pour bien te comprendre, en tant qu'entrepreneur, c'est une de mes citations préférées que tu as déjà dites dans des podcasts. Et je veux comprendre ce que ça signifie parce que je pense, encore une fois, qu'on est vraiment comme des âmes sœurs. On pense de la même façon. Mais tu as dit, la vie est une aventure. Ta carrière fait partie de ta vie. C'est juste une grande aventure, mais rend ta carrière dangereuse. Alors, que signifie l'idée d'une carrière dangereuse? Donc, ça va un peu avec deux choses. Premièrement, et je vais le dire, tu sais, mais aussi avec une réserve, cela aussi. Tu dois prendre des risques et tu sais, je pense que si tes risques, appelle-les calculés, appelle-les comme tu veux, et, tu sais ce que tu aimes. Et tous les risques que nous avons pris, nous y avons vraiment réfléchi. On n'a pas juste dit, hey, on va y aller à l'aveugle. C'est comme, tu sais, j'ai pris un an pour développer la technologie, la tester. Et j'allais dans des bars à New York et je demandais, hey, est-ce qu'on pourrait faire jouer Braghouse ici? Tu sais, juste pour voir si les gens aimaient ça. Donc, tu vois, je pense qu'il faut prendre des risques. Tu sais, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure. Je ne voulais pas, tu sais, si j'allais faire quelque chose et m'y investir à fond. Je ne voulais pas faire comme tout le monde, ni juste améliorer un produit existant. Je voulais faire quelque chose de vraiment différent.
Et je me suis dit que, vous savez, si encore une fois, si ça avait du sens, si ça faisait tout ce que c'est censé faire, si c'était engageant, si ça avait une communauté forte et que ça générait des revenus, je pense que ce sont toujours les choses de base. Donc j'ai toujours fait ça et j'ai toujours un peu dit que j'allais juste aller jusqu'à la limite de la créativité. Cela dit, je vais quand même apporter une nuance. Pour moi, je peux probablement aller jusqu'à la limite, jusqu'au point où soit ça va marcher, soit ça ne va pas marcher. Ma femme m'a donné un petit conseil que j'ai trouvé vraiment génial. Elle m'a dit, je ne veux jamais freiner tes rêves parce que tu es très créatif. Continue comme ça. Mais essaie peut-être de te fixer un objectif quelque part où tu dois accomplir ces 5 choses. Et si tu n'as pas accompli ces 5 choses dans le délai imparti, alors réanalyse et refais l'analyse. Donc, c'est ma seule réserve à ce sujet. J'ai trouvé ça très utile parce que je suis aussi quelqu'un qui n'a vraiment, vraiment aucun problème à jouer dangereusement parce que j'y crois tout simplement. Et je pense qu'il te faut, oui, je pense qu'il te faut cette passion pour vraiment le faire. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire par là, parce que, mais équilibre-toi aussi avec les autres. Donc, mon cofondateur est l'opposé de moi. Il n'est pas dangereux, il n'aime pas le risque, et c'est notre directeur des opérations. Et tu sais, je lui ai dit, tu sais, c'est comme j'étais là, oh, on va entrer en bourse, on va faire ça, on va construire ça, on va avoir ses clients, on va faire ça. Et pourquoi? Je l'ai presque forcé, je crois, à penser en dehors du champ des possibles, parce qu'il est tellement doué pour mettre une structure organisationnelle dessus. Donc, j'ai juste fait comme ça. Mon travail consiste littéralement à penser encore plus grand chaque jour au point que ça ne semble même plus réaliste. C'est atteignable, mais je crois que c'est atteignable et je crois aussi que c'est atteignable parce qu'on l'a planifié méthodiquement aussi. Donc c'est un peu ce que je voulais dire par là. Mais j'adore ça. Non, c'est comme ça. C'est ce yin et yang du rêveur et du réalisateur, non? Il faut à la fois le visionnaire et l'opérateur, pas seulement l'un des deux. Et je pense vraiment que c'est important de l'avoir dans ton entreprise. Je veux dire, c'est tout un autre sujet dont je parle de temps en temps dans le podcast. Mais avoir cet équilibre chez toi et avoir quelqu'un qui peut servir de caisse de résonance pour toutes tes idées folles. Comme, par exemple, un conjoint ou une conjointe, une petite amie, une femme, un mari, un petit ami ou peu importe. C'est tellement important, vraiment, c'est tellement, tellement, tellement important. Je pense que avoir le bon partenaire à la maison peut tout changer. Vraiment. Ouais. Et moi, et tu sais, et aussi te supporter, parce que je dis me supporter, parce que je me réveille avec ces idées, et j'ai probablement eu dans ma tête 20 milliards d'idées. Je me suis juste dit, ça va être génial. Tu sais, c'est difficile car tu as besoin de retour, de quelqu'un à qui parler. Et parfois, ma femme, et c'est intéressant, ma femme et ma meilleure amie sont la même personne, et sa femme depuis très très longtemps, mais nous sommes tous comme les meilleurs amis. Mais j'entends ces deux personnes un peu sceptiques, tu vois. Mais avoir quelqu'un à qui parler, c'est vraiment précieux. Parce que, tu sais, parfois c'est très agaçant parce que je veux juste que les gens disent, tu sais, que c'est une super idée, mais ils vont poser toutes les questions de suivi. Que vas-tu faire ici et là? Et je me dis d'accord. Et c'est comme ça que tu trouves l'idée, en quelque sorte. Donc, tu sais, c'est super important et j'adore ça. Et encore une fois, tu as aussi le soutien. Donc, le soutien est énorme. Parle-moi de ça parce que tu l'as vraiment très très bien fait. La psychologie de repartir à zéro, car beaucoup se sentent piégés par leur succès. Tu as fait tellement de changements de carrière spectaculaires. Encore une fois, je suppose que c'est Dane qui vit dangereusement, n'est-ce pas? Et entre guillemets. Mais avocat, gestion sportive, puis entrepreneur à part entière en construisant quelque chose qui n'a vraiment jamais été fait auparavant. Beaucoup de gens se retrouvent piégés par leur propre succès, et je pense qu'ils deviennent à l'aise, que ce soit à cause des menottes dorées ou non. Ou alors ils ont réussi une fois et ils n'ont pas l'impression d'avoir la confiance nécessaire pour le refaire. Comment faire? Et je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il est important de se sentir capable de tout perdre et de repartir de zéro. Je pense que c'est un état d'esprit très important à avoir parce que ça fait de vous une personne très efficace. Mais comment fais-tu? Comment fais-tu, tu vois? Et d'où ça vient? D'où vient cette capacité à faire ça? D'où vient la capacité de partir? Tu sais, probablement un travail d'avocat plutôt bien payé et partir pour te lancer tout seul. D'où vient cette confiance? Qu'est-ce qui t'a donné cette confiance? Est-ce que c'était les gens autour de toi ou bien c'est toi qui as simplement décidé de te lancer? C'était à force d'écouter trop de podcasts?
comment font les autres. Non, ce n'est pas ça. C'est très important, mais peu de gens y arrivent. Je pense que c'est un élément clé, vraiment essentiel pour être entrepreneur. Je pense que c'est venu à moi en premier, vraiment. Quand vous savez, j'étais très discipliné, je voulais toujours jouer au baseball et puis, vous savez, professionnellement et je m'entraînais bien. Et puis, je me suis blessé. Et c'était vraiment déprimant parce que je me disais, waouh, tu fais tout comme il faut et ça ne marche pas comme tu veux. Et puis, vous savez, j'ai un peu, vous voyez, changé de direction, j'ai un peu traîné par là et j'ai très bien réussi dans le droit. Vous savez, j'étais dans un très beau, vraiment grand cabinet du genre de Wall Street. Et j'étais là, waouh, tu commences à croire en toi. Et je me suis dit, je suis passé de là à là. Et je crois avoir réussi dans chacun de ces rôles. Je me suis dit, bah, puis j'ai gravi les échelons. Mais l'autre aspect vraiment important, c'est que je n'étais pas heureux dans ma propre vie. J'ai toujours, vous savez. Et encore une fois, je pense que la réponse courte, c'est vraiment de croire en soi. Et je pense qu'il faut croire en soi. En fait, je suis encore meilleur à ce niveau, car tout le monde a un peu d'insécurité, c'est la vie. Je montre mon insécurité en répétant je vais faire ça, et je continue d'essayer. Et ça m'aide à prendre confiance en moi parce que je me dis, waouh, j'ai accompli ça. Au cabinet d'avocat, comme tu le dis, j'ai très bien réussi. Tu sais, j'ai apprécié tout ce qu'il y avait là-bas. J'ai beaucoup appris. Ça a été essentiel d'apprendre tout ce qu'il y avait là-bas. Je disais souvent que c'était peut-être limite. En travaillant avec les clients, je me disais, waouh, ils gagnent. Je veux être comme eux, je veux vraiment être comme eux. Eux, tu sais, on aime, ils nous payent, ils font ce que je veux faire. Et je pense que je suis assez créatif pour faire ça. Donc j'ai vraiment dû réfléchir à ça. Et puis, tu sais, la confiance de prendre des risques et d'être audacieux, tu sais, se tester soi-même, le bonheur. Mais ensuite, je pense qu'il y a autre chose. Je me suis juste dit, hé, quel est le pire qui puisse arriver? Si tu, Échoue, c'est une question puissante. Oui, c'est une question très puissante. si tu échoues et que ça n'arrive pas. Je veux dire, j'ai quand même développé toutes ces qualités fortes. C'est pas grave. Ça ne me définit pas parce que ça n'a pas marché. Donc, tu vois, et je pense que ça revient un peu à la première affirmation. Tu sais, il faut vivre un peu dangereusement. Tu sais, je dis, si les gens sont très calculés, encore une fois, et moi je ne le suis pas, tu sais, les gens sont calculateurs. Ma femme est calculatrice. Donc ça marche pour elle, ça marche pour elle. Mais, tu sais, et elle dit, je ne pourrai jamais faire ce que tu fais. Je pense vraiment qu'il faut l'être. Tu dois être d'accord avec le fait de dire, je vais essayer ça et je vais y mettre 100% et croire en toi. Et si ça échoue, ce n'est pas grave. Tu sais, essaye simplement, essaye autre chose, si c'est ce que tu veux faire. Et ça a été une leçon tellement importante pour moi parce que j'étais juste comme je dis aux gens, je suis presque, tu sais. Je suis probablement plus nerveux maintenant parce que les choses vont tellement bien que je veux m'assurer de continuer à tout réfléchir méthodiquement. C'est plus facile quand je pense que ça peut échouer, car je donne alors 100%, et si ça échoue, je sais que j'ai donné 100% et pour moi, c'est tout ce dont j'ai besoin. Si je sais que j'ai mis 100% dans tout ce que j'ai fait et que ça n'a quand même pas marché, alors j'ai tout donné. Et ça me va, je suis d'accord avec ce résultat et je pense que tu dois aussi accepter ce résultat. Quand tu recommences, je ne crois pas que tu repars vraiment de zéro. Je pense que tu prends avec toi des expériences et des leçons. Et tu as mentionné tout à l'heure, comme les qualités issues des choses que tu as construites auparavant et que tu appliques à la nouvelle chose. Tu ressens ça, tu es d'accord? Est-ce que tu as l'impression d'avoir accumulé des compétences à chaque fois que tu as recommencé? Donc, au moment où tu arrives chez Braghouse, c'est en fait, oui, recommencer, mais pas vraiment repartir de zéro. Et la raison pour laquelle je pose cette question, c'est que peut-être que la réponse à la question de savoir comment devenir un entrepreneur à succès, c'est de lancer plusieurs projets. Accepte d'échouer rapidement, mais retiens les compétences acquises pour, le moment venu, lancer le projet qui te correspond avec l'expérience accumulée de toutes tes expériences passées. Même si le projet en lui-même a été un échec, les compétences acquises sont un apprentissage et une leçon que tu peux utiliser pour, tu sais, passer de 0 à 1 million, ou de 0 à 10 millions, ou de 0 à 100 millions en une fraction du temps.
Je suis complètement d'accord avec ça et je pense que c'est quelque chose dont je ne me suis probablement pas rendu compte avant. Nous étions une entreprise cotée en bourse et j'ai vraiment commencé à me faire encore plus confiance. Ça faisait déjà 7 ans. Donc, en revenant au sport, j'ai appris ce que c'est qu'une équipe. Tout le monde a son mot à dire, vous travaillez ensemble. Ce n'est pas, vous savez, je suis le président directeur général de l'entreprise. Mais obtenir des idées et vraiment écouter les avis de mon équipe, de ma direction, de mon conseil d'administration, c'est important. J'ai appris cela très tôt. Au début, j'étais concentré, très linéaire. Puis j'ai réalisé toutes ces qualités acquises m'ont servi toute ma vie. Quand j'étais avocat, je me concentrais sur la pensée analytique, notamment les valeurs mobilières et la gouvernance d'entreprise. Et je me suis rendu compte que je dirigeais une entreprise de cette façon, ce qui, en fait, a un peu facilité l'introduction en bourse. Ce n'est pas facile, mais ça a un peu aidé. Je sais que ce n'est pas facile. Donc, je ne veux jamais utiliser ça, tu sais, mais ça a rendu les choses un peu plus faciles parce que j'ai réalisé que je gardais une trace des minutes que je faisais, tu sais, j'essayais de m'assurer que tout était correct dans notre comptabilité parce que je ne voulais pas avoir de problème ou quoi que ce soit plus tard. Ensuite, on a suivi ce processus avec des audits, etc. Les choses c'était assez bien organisées. Tu sais, les gens disaient, oh, ce n'est pas difficile. La plupart des startups n'ont même pas de notes. Tout est catastrophique. Et puis, dans mes startups, tu sais encore, je me concentre probablement plus sur la partie dangereuse et le bonheur. Mais ce que j'ai réalisé avec ma première, qui était une agence sportive, tu sais, c'est que j'étais une agence sportive, j'ai réussi à la construire. C'était la première fois que je réussissais à construire une communauté parmi des gens et à les connecter à un modèle de revenu. C'était authentique, gratifiant et amusant. Je me suis dit, waouh, c'était vraiment ça. Ma deuxième entreprise entrepreneuriale était une équipe de football. Un bon ami de la fac de droit m'a demandé si j'étais intéressé pour acheter l'équipe de football. Ce n'était pas cher, c'était une petite équipe de football. Et il faisait partie d'une ligue qui voulait faire, comme le baseball en ligue mineure, la même chose pour le football en ligue mineure. Excusez-moi, aux États-Unis. Et je me souviens que la première chose que j'ai faite, c'est de dire, pour que cette équipe réussisse, il faut que la communauté locale la soutienne vraiment. C'était au New Jersey. Nous sommes allés dans un quartier local appelé Bound, qui est principalement un quartier portugais et brésilien. Nous avons recruté des gens uniquement là-bas et nous avions chaque personne de cette communauté tous les jours. J'ai dit, construisez la communauté, le public viendra. Tout le monde voulait soutenir ceux qui étaient présents. C'était des jeunes de leur communauté et ça a été un énorme succès et nous sommes devenus l'équipe de football vedette. Mais vous savez, je ne connais pas grand-chose au football, mais j'ai appliqué exactement la même méthode que pour tout le reste. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment bien. Et puis, quand je suis arrivé chez Braghouse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment juste dit, hé, je crois que j'ai vraiment de bonnes idées. Et je vais faire de mon mieux pour concrétiser ces idées de la manière la plus méthodique possible, parce que je crois que j'ai pris les bonnes décisions en faisant ces choses. Ce n'est pas parfait. Ouais, j'ai fait plein d'erreurs en chemin, mais faire toutes ces choses te donne une certaine confiance. Donc, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il faut simplement se dire, encore une fois, que si j'échoue, j'ai tout donné, tout ce que je pouvais. Donc, tu sais, ce que tu viens de dire est exactement juste. Chaque étape de réussite, chaque éthique de travail, ou peu importe, m'a mené exactement là où je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est une grande, grande partie du succès. Quand on se réinvente sans cesse, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que les gens doivent le faire. Je pense que toute personne qui a réussi est passée par plusieurs sortes de réinvention de qui elle est. Mais ça affecte tout, n'est-ce pas? Ça affecte ton entreprise, tes finances, ta relation, tout. Donc, pour quelqu'un qui écoute ceci et qui se dit, d'accord, je suis motivé, je veux vraiment me réinventer, faire le premier pas, arrêter ou sortir progressivement de ce que je fais pour essayer autre chose. Ou peut-être qu'ils vont être dramatiques à ce sujet et simplement quitter ce qu'ils font. Je ne pense pas que ce soit une idée intelligente, mais on ne sait jamais comment les gens interprètent ces idées. Beaucoup d'auditeurs de cette émission vont, à un moment, se réinventer. Quels conseils leur donneriez-vous? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qui se passe quand on arrête quelque chose qui fonctionne bien pour commencer quelque chose de nouveau? Psychologiquement, avec les relations, amis, temps, énergie et argent. Quels éléments doivent-ils simplement connaître pour faciliter cette transition?
Je pense que toi, pour moi, je suis très, et c'est là que ça devient dangereux. Je dois juste le faire, je me lance et je dois le faire. Donc je pense que tu dois, c'est que les auditeurs partagent sûrement cette passion et c'est essentiel. Sans elle, je ne recommande pas cela. Si tu as cette passion, poursuis-la. Ensuite, fais simplement deux choses. Tu dois croire en toi, ce qui est crucial, et tu dois accepter d'échouer. Comment je fais ça? Et encore une fois, j'ai eu de l'aide pour ça. C'est que je mets en place ces choses que ma femme m'a dit de faire. Je me dis d'accord, je continue jusqu'à ne plus pouvoir avancer. C'est ainsi que j'ai toujours été. Ensuite, tu peux mettre ces choses en place, comme des points de contrôle. Parce que si tu essaies de le faire mentalement, du moins d'après mon expérience, tu n'y arriveras pas. Si tu partages ton temps entre le cabinet d'avocat et ailleurs, tu es à moitié dans chaque endroit. Tu ne peux pas avancer aussi vite que tu le voudrais. C'est difficile. Il faut sortir de ça et se dire, j'y vais. Je n'ai jamais eu de filet de sécurité, donc je ne devrais sans doute pas dire ça, mais je le fais. Mais j'imagine que le filet de sécurité que tu as, que j'ai au moins, tu sais, mis en place, ça m'a été utile. Dès le début, j'ai dit, je prends mon argent, je le fais, j'y crois et je continue la première année Genre, brûler les ponts, brûler les bateaux. C'est exactement ce que tu as fait. complètement. Mais ensuite, j'ai dit, d'accord, je vais le faire, mais qu'est-ce que je vais faire? Et ma femme m'a dit ça. Elle m'a dit, si tu n'obtiens pas de financement ou d'investissement d'ici un certain temps, je crois qu'on s'est donné un an, c'est bon. Ne quitte pas ton entreprise, mais au moins réanalyse un peu, regarde les choses, refais la comptabilité. Donc je pense que ça m'a été utile parce que, encore une fois, je vais être très honnête avec toi. Je vais juste continuer et je vais me dire, oh, ça n'a pas marché. Et je vais juste continuer à faire autre chose. Mais ça, c'était quelque chose d'utile. Et une anecdote amusante à ce sujet, c'est que ma femme m'a dit de faire ça et j'ai dit, d'accord, tu sais, je vais le faire. Je vais le faire parce que, tu sais, j'ai une famille maintenant et tu sais, je vais le faire. Donc, tu sais, il faut être intelligent. Alors, j'ai dit, je crois que c'était genre décembre et décembre, c'est juste avant Noël. Je vais faire un investissement. Et on s'en sortait vraiment bien, on est devenus viraux, tout allait super bien, mais on n'avait aucun investissement. Et j'ai dit, ok, bon, et tu sais, on est arrivé au 24, c'est comme ça. 2 janvier, le capital risqueur a dit, j'adore cette idée, laissez-nous être vos premiers investisseurs, ça va devenir énorme. Et j'ai répondu, d'accord. Cela m'a aidé car moi aussi je ne le fais pas. Donc, tu sais, le conseil que je donnerais, c'est que tu ne peux pas, tu dois être à 100% dedans. Et puis, si tu as besoin de quelque chose pour te protéger, fixe-toi un objectif raisonnable. Ça ne veut pas dire que tu t'arrêtes. Mais cet objectif raisonnable sert juste de point de contrôle, tu vois. Et tu te demandes, hé, est-ce que j'ai besoin de rééquilibrer ça? Est-ce que je dois changer quelque chose à ce sujet? Donc, c'est quelque chose que je n'avais jamais eu, mais ça m'a été très bénéfique parce que ça me donne des sortes d'étapes pour me dire, d'accord, Lavelle, tu construis ce grand projet. Où en es-tu dans ton avancée? J'adore cette idée, ça me plaît. Tu vois, j'aime l'idée des saisons dans la vie et j'ai connu des saisons. La façon dont je l'ai interprété, c'était toujours comme cette entreprise, c'est pour une saison, cette carrière, c'est pour une saison, tu l'as fait pendant 5 ans, 10 ans. Tu fixes ces points de contrôle plutôt pour vérifier si tu avances dans la bonne direction. Vais-je dans la bonne direction? Est-ce que j'avance et progresse? Je pense que, surtout quand tu vis dangereusement ou d'une certaine façon, c'est important de le faire. Parce que, tu vois, je vois des gens qui ne prennent pas le temps de faire le point sur eux-mêmes. Et je pense qu'au final, ils finissent juste par faire quelque chose qui ne fonctionne pas pendant trop longtemps. Alors que s'ils prenaient juste une seconde et, tu sais, s'accordaient un petit moment pour faire le point sur eux-mêmes, comme tu dis, tu n'as pas besoin de l'abandonner complètement. Mais peut-être que tu te rends compte que, par exemple, le pitch n'est pas bon ou que le client à qui tu vends n'est pas vraiment en phase et qu'il n'achète pas vraiment ce que tu proposes ou quelque chose comme ça. Il existe des milliers de choses à améliorer ou changer. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais simplement de vérifier. Prends un instant, tu es déjà là. C'est ça. Je veux dire, moi. Encore une fois, on avait ce modèle incroyable sur lequel j'ai travaillé. Et il y avait aussi, comme tu l'as dit, le pitch sur lequel on a travaillé. Je devais comprendre ce qu'était le taille du marché accessible. Je devais comprendre tous ces concepts que je ne connaissais pas vraiment. Ce n'était pas ça. Était-ce une mauvaise idée? Je devais juste affiner ce que tu faisais. De faire. Et parfois, c'est la même idée. Oui, juste formulée différemment pour l'investisseur, pour le client, pour le marché, peu importe.
Exactement. Et c'était ça. Et tu sais, tu avais une super entreprise et tu as totalement raison. Le message est tellement important et c'est encore une fois l'une des choses que tu sais. Je pense que tu ne peux pas. Tant que tu vas dans cette direction, c'est bien, même s'il y a quelques baisses ici et là. Et l'une des choses que, tu sais, nous avons dû faire, c'est que j'ai dit, d'accord, quel est le public auquel tu t'adresses? Parce qu'ensuite, tu dois l'adapter un peu. Tu sais, c'est la même entreprise, mais un investisseur, leur première question est toujours comment tu gagnes de l'argent. Ils aiment les gens et les utilisateurs, c'est difficile à obtenir, mais l'intérêt reste le modèle économique. Et être capable de transmettre ça tout en gardant l'authenticité, tu sais, ça a pris du temps. Tu sais, il a fallu un certain temps pour comprendre ça. C'est pour ça que je pense que je suis content que tu aies soulevé ce point parce que je pense que c'est un point génial aussi. Tu dois accepter de te critiquer toi-même et de changer. C'est quelque chose d'énorme parce que tu as raison. Tu peux continuer à t'enfoncer dans la même impasse en te disant que ça doit marcher alors que ça ne marchera pas. Je pense que l'honnêteté est très importante et difficile pour beaucoup de gens. Si tu maîtrises ça et acceptes que c'est normal, tu t'en sortiras très bien. C'est un point vraiment excellent car tu peux vivre dans ta propre tête. Tu sais, tu pourrais être, tu sais, c'est là-dedans, c'est ça le succès. Tu peux vivre dans ta tête, réussir et dire, regarde, j'ai fait ça, je suis génial. Mais tu pourrais aussi vivre dans ta tête en n'étant pas réussi, mais juste te concentrer sur une idée et penser que ça va marcher. Donc, c'est comme, je pense que les meilleurs leaders, et j'espère en faire partie, c'est d'être capable d'accepter les critiques constructives. Écoute, un conseil que je donnerais à tout entrepreneur, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, je me suis simplement assis et j'ai parlé avec d'autres présidents, directeurs généraux. J'ai littéralement organisé des appels avec eux. Je les ai trouvés, je suis allé à différents événements et j'ai simplement discuté avec eux. Tu sais, on était une fois dans un accélérateur et je me suis juste assis pour discuter avec des gens. Et j'ai fait ça parce que je me disais, je veux juste savoir ce qui te fait réfléchir. Je veux savoir ce que tu fais. Et c'était probablement l'une des choses les plus utiles. Et c'est drôle quand tu ne veux rien de personne. Ils ont tous les conseils du monde parce que je ne leur demandais pas d'investir en moi, ce n'était pas ça. Je voulais juste leur parler et ils avaient tellement de choses à dire. Et c'était ça. Et moi, c'était probablement, si je peux pointer du doigt quelques éléments qui m'ont vraiment aidé, c'était de m'asseoir et simplement parler avec les gens. En faisant cela, je me suis dit, oui, c'est juste, car je n'étais pas enfermé dans ma tête. J'étais entouré de personnes déjà accomplies ou débutantes comme moi, et j'observais leur façon de penser. Je me suis dit, d'accord, c'est ça. Ça m'a donné des bases pour avancer. Et tu sais, s'il voulait me donner des critiques constructives, je disais, s'il vous plaît, parce que je veux m'assurer que je fais tout ce qu'il faut correctement. De la bonne façon. J'adore ça. Je pense que j'ai vécu la même chose. Quand tu ne demandes rien, les gens sont tellement prêts à donner des conseils. C'est pour ça que c'est parfois frustrant, mais au final, ça aide. Mais je pense qu'il n'y a aucune excuse, vraiment aucune excuse. Si vous avez des difficultés ou ne savez pas comment avancer dans votre entreprise ou votre vie, c'est surtout parce que vous n'avez pas cherché d'aide ni vraiment essayé d'en trouver. Il n'y a jamais eu de moment comme celui-ci. Oubliez maintenant, vous savez. Quand vous avez des gens qui vous suivent en ligne ou connaissent votre activité, ils acceptent facilement une rencontre. Non, je parle de genre, quand j'avais 20 ans, genre, zéro impact sur ce monde. Rien lié à mon nom. Et les gens vont quand même s'asseoir pour prendre un café et te donner les mêmes bons conseils et vraiment te transmettre toute leur expérience. Il suffit juste de demander, ouais, Il suffit juste de demander peut-être que c'est ce que tu as. à faire, c'est ça. L'une des Un de nos premiers conseillers, avocats de formation, était surtout entrepreneur. Président, tu sais, je ne connaissais pas du tout ce grand groupe d'entrepreneurs dans un cabinet d'avocats. Tu sais, quelqu'un m'en avait parlé et je l'ai simplement contacté en lui disant, salut, je suis entrepreneur, je suis aussi avocat. Je me souviens au premier appel, il était du genre, que veux-tu? Et ensuite, je me suis demandé, et moi? Alors j'ai immédiatement dit, je ne veux rien d'autre que simplement tes conseils. Il a dit, oh mon Dieu, fixons une heure. On se voit? Tu veux le faire? Et moi j'étais, c'est c'est fou, tu sais. Il a fini par devenir conseiller, mais je voulais juste profiter de ses conseils. Je me suis dit, tu as vu 1 million de startups et tu sais ce qui a échoué chez elles. Et j'essaye de ne pas faire les mêmes erreurs. Je suis presque sûr que ce sont des erreurs très courantes.
Tu sais, je veux juste discuter, tu sais, j'aimerais vraiment t'inviter à déjeuner. Ils l'appellent exactement comme tu l'as dit. Je n'étais personne sur la carte, je n'étais personne. Personne n'avait entendu parler de Bragg House. Les gens aiment donner des conseils, il suffit de demander. Je dirais aussi que maintenant, tu sais, j'ai la chance d'être à une étape de ma carrière où les gens me demandent des conseils de temps en temps. Et la seule chose que j'apprécie, peut-être que cela sera utile pour ceux qui écoutent, mais la seule chose que j'apprécie, c'est quand les gens demandent des conseils et qu'ils les mettent réellement en pratique, parce que je trouve que la mise en œuvre est très rare. Par exemple, je parle souvent de mon podcast et combien de personnes m'ont demandé comment lancer un podcast. Je suis certain qu'il y en a eu 50 ou 60 et je sais qui l'a fait car ce sont ces personnes-là. J'ai donné à des gens comme mes procédures, j'ai donné à des gens ma liste de matériel. J'ai connecté des personnes déjà invitées afin qu'elles soient les premiers invités dans leurs émissions. Environ 4 personnes ont lancé un podcast parmi les 60 personnes à qui j'ai envoyé, comme mon podcast, mes systèmes complets. Et les 4 personnes qui l'ont lancé, ce sont 4 émissions qui en fait sont plutôt bien classées sur Apple. Donc c'est juste une question de savoir si tu vas prendre le temps de quelqu'un. Au final, j'imagine que si tu ne veux pas le faire très bien, ça ne fait vraiment de mal à personne. Si tu prends le temps de quelqu'un, tu ne réalises pas combien cela compte pour eux si tu appliques leurs conseils. Et si ça ne marche pas, ils l'acceptent aussi, parce qu'on va travailler là-dessus ensemble. Mais ne prends pas des conseils pour gaspiller cette information. Je pense que c'est aussi une autre raison. Et je n'ai jamais vraiment compris ça, parce que pour moi, quand je reçois un conseil, ça me touche. Je me dis, frérot, je le fais. Avant même qu'on raccroche, si tu me dis qu'il y a quelque chose qui marche, peu importe ce que c'est, j'essaye de le faire, je le fais littéralement pendant qu'on est au téléphone. Peut-être est-ce juste un trait de personnalité, je ne sais pas, mais c'est ce que j'adore. J'éprouve tellement de bonheur quand je dis à quelqu'un que ça a marché pour moi, que je les vois le faire. Et ensuite, ils réussissent, je me dis, oui, c'est génial. Exactement, exactement. Je ne sais pas. Donc, essaye aussi de passer plus à l'action. Ce n'est pas juste accumuler de la sagesse, c'est vraiment en faire quelque chose. Non, C'est vrai, et c'est un autre aspect important, c'est de vraiment le faire. Genre, je veux dire, littéralement, c'était hier. Hier, ils m'ont demandé de participer à un segment fintech ou similaire à la bourse de New York. Et j'étais assis et je parlais avec le gars en train d'expliquer, tu sais, la plateforme. Et après, il a commencé à me raconter toutes ces choses. Il disait, c'est génial, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et à aucun moment, je n'ai dit que je savais tout. Je suis resté assis là une demi-heure de plus à l'écouter. Certaines de ses idées, je trouvais, étaient absolument brillantes. Certaines, nous y avions pensé, mais d'autres étaient vraiment brillantes. Même juste vous savez, genre, il a trouvé ce slogan Ready Player Bragg que j'aime beaucoup et que je lui dirais, j'aime ça, oh, j'aime bien, j'adore ça, j'aime vraiment beaucoup. J'étais j'adore ça. Et encore, mais pouvoir écouter ça, c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir. Il faut simplement décider de le faire, comme tu l'as dit. C'est comme, ah, j'adore écouter les gens, vraiment. Et tu sais si tu viens me voir, j'adore donner des conseils aux gens. Mais moi, je n'ai pas peur de demander ça. Et c'est probablement l'une des choses les plus utiles, c'est de ne pas tout savoir. y a-t-il eu des moments qui étaient plus difficiles, où tu t'es juste posé des questions, où tu t'es retrouvé seul avec toi-même? Tu t'es demandé, genre, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis sûr qu'il y en a eu, mais il y a toujours ces moments-là. Il y en a eu beaucoup dans ma vie, donc je suis sûr qu'il y en a eu. Mais quand tu traverses ces moments, pour quelqu'un qui vit ça lui-même, comment tu fais pour avancer? Nous avons eu deux très grands moments comme ça. Le premier, c'était donc le premier. Je pense que, vous savez, on construisait l'entreprise et ça allait bien. Et puis, je pense que l'économie s'est effondrée à nouveau. Je crois que c'était comme la guerre en Ukraine. Toutes ces choses ont commencé à arriver. Et c'était, vous savez, probablement un moment assez difficile parce que les choses s'arrêtaient un peu, elles ralentissaient. Et je me souviens juste d'être assis là et de me dire, waouh, c'est vraiment difficile. Mais encore une fois, je me pose toujours la question. Je me disais, mais si ce n'était pas difficile, tout le monde le ferait, non? Je me répétais sans cesse que c'était vrai. Je devais vraiment me forcer à continuer et ne pas lâcher. Les choses avancent lentement en ce moment, mais tu as une bonne entreprise, que tu as tout ça.
Et c'était difficile. C'était vraiment, vraiment difficile. Et ce que j'ai fait, le truc que je fais, c'est que je ralentis, je mets un pied devant l'autre et j'accomplis lentement tout ce que j'ai à faire sur ma liste. Et c'est la seule façon pour moi d'y arriver. Parce que si je me dis, oh, il y a ça, et que je pense trop loin et que je commence à m'inquiéter, alors tu sais, tu te démoralises toi-même. Je me dis, d'accord, que dois-je faire? Je dois faire ça et ça. Je l'ai fait et j'ai continué. Je me suis dit qu'il fallait encore établir un plan d'affaires et accomplir certaines choses. Et j'ai fait ça, et je pense que j'ai fait ça pendant 4 mois. Et puis je pense qu'on a été approché par ouais, je crois qu'à ce moment, on faisait des présentations, on discutait avec des gens et on avançait simplement. Et j'éditais ma présentation, je recommençais encore, mais c'était une étape méthodique après l'autre. L'une de nos présentations a très bien marché et nous avons levé environ 2 millions de dollars. Et tu sais, évidemment, ça a tout changé à ce moment-là. Mais pendant ces 4 mois avant ça, j'ai vraiment dû me dire, d'accord, laisse-moi y aller doucement, laisse-moi y aller doucement, laisse-moi juste m'assurer qu'on fait bien les choses. La deuxième fois que c'est arrivé, c'était en fait l'introduction en bourse et rien ne va, tout va de travers. Il y a, vous savez, les auditeurs, leurs affaires là-bas. Et je me souviens juste d'avoir ralenti et d'avoir dit, d'accord, voici les étapes à suivre pour aller en bourse. Point final, je vais juste en finir un, passer au suivant, en finir un, passer au suivant. Dans ma tête, je n'avais pas, ma pensée était très linéaire. Et quand je suis arrivé, tu sais, peut-être aux 3 dernières étapes et que je m'en approchais, là, je pouvais penser un peu plus avec émotion et ce genre de choses. Mais avant ça, je me disais juste, il faut avancer un pied après l'autre. Et c'était ça. Et c'est ce qui a toujours marché pour moi quand les choses deviennent vraiment, vraiment compliquées. Il faut juste mettre l'émotion de côté et c'est difficile. Ne vous méprenez pas, mettez l'émotion de côté et avancez simplement un pied devant l'autre. Avant qu'on termine. Je veux juste que les gens comprennent un peu mieux comment ils peuvent participer à l'univers de Bragg House et où ils peuvent aller, pour voir un peu sur quoi tu travailles et simplement s'immerger eux-mêmes. Si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à toi-même à 20 ans, après tous ces parcours entrepreneuriaux que tu as vécus, quel serait ce conseil et pourquoi? C'est une bonne question parce que c'est assez difficile car beaucoup de ces choses ont façonné ce que tu faisais. Mais ça pourrait aussi être une réponse. En fait, je l'ai déjà entendu auparavant. Je pense que c'est vraiment très sage, mais je vais te laisser continuer. Mais Oui, je veux dire, c'est bien, c'est juste que beaucoup des choses que j'apprends, c'est à cause de toutes les erreurs, les réussites et tout ce que j'ai vécu. Je pense que si je devais me dire une chose, ce serait probablement de croire en moi et de ne pas abandonner. C'est ce que je pense que je voudrais probablement me dire, parce que tu sais, je n'ai jamais abandonné, tu vois. Mais pour moi, c'était en quelque sorte prouver que je pouvais faire quelque chose. C'était un peu comme dire, je vais essayer sans savoir si ça marchera, mais je veux me le prouver. Avoir cette confiance aujourd'hui encore, j'écoute tous, je veux devenir qui je souhaite. Je veux m'assurer de toujours rester très humble et d'accepter les conseils. Mais croire en soi dès le début et se dire que je peux le faire et avoir cette confiance pour le faire va alléger beaucoup d'autres choses. Maintenant, je me sens à l'aise de dire, et je peux prendre cette décision ici et je sens qu'à 80% ou 90%, c'est la bonne décision. si tu ne pouvais transmettre qu'une seule leçon à tes enfants et que c'était la leçon la plus importante que tu as apprise en dehors de croire en toi-même, je pense que c'est vraiment une leçon très importante. Quelle est la seule chose que tu aimerais que ton enfant apprenne et garde toute sa vie? Je pense que l'autre chose, c'est d'avoir un bon entourage autour de toi. Je trouve cela important car je crois que j'ai toujours eu ces qualités. Mais à chaque étape de mon parcours, il y avait des personnes qui croyaient en moi, des personnes qui, vous savez, donnaient de bons conseils et des personnes qui étaient vraiment dignes de confiance. Donc, je dirais que les personnes avec qui vous traînez, que ce soit vos amis, que ce soit vos collègues, vous voyez, je dirais qu'il faut s'assurer que ces personnes autour desquelles vous vous sentez à l'aise, qu'elles apportent de la valeur à votre vie. Parce que, vous savez, c'est moi qui reçois tout le mérite. Enfin, je reçois aussi tous les reproches si tout va mal, mais c'est moi qui reçois tout le mérite.
Mais vous savez, si ce n'était pas pour mon cofondateur, si ce n'était pas pour ma femme, si ce n'était pas pour mes mentors, vous voyez, j'ai été assistant d'un juge fédéral, la personne la plus exigeante envers moi au monde. Au cabinet d'avocats, j'ai eu plusieurs mentors qui m'ont poussé plus fort que quiconque ne l'avait fait auparavant. Donc, c'est comme, tu sais, ces personnes-là, tu sais, c'était même comme des meilleurs amis. Et puis, j'avais aussi beaucoup de personnes négatives autour de moi. Tu sais, je suis quelqu'un de très sociable. Dans les deux sens, il faut faire attention. Oui, je suis quelqu'un de très sociable. Et j'avais des gens qui, tu sais, n'auraient probablement pas dû être là. Donc maintenant, j'ai un cercle beaucoup plus restreint. Mais les personnes qui sont autour de moi savent qu'elles peuvent me dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Et elles peuvent me le dire. Mais voici comment je le ferai. Et j'ai une confiance absolue en eux, qu'ils ont à cœur mes intérêts et ceux de l'entreprise. Donc, je dirais à ma fille, tu sais, c'est vraiment, vraiment une partie très importante. En plus de croire en toi-même, tu dois avoir un cercle vraiment, vraiment solide de personnes qui croient aussi en toi et qui vont te pousser vers le haut.